الزلف الأول. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à ce meeting organisé par le RCD Immigration. Donc avant de commencer, nous allons observer une minute de silence suivie de l'hymne national à la mémoire de tous les martyrs de la démocratie. Je vous invite toutes et tous à observer une minute de silence. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce meeting organisé par le RCD Immigration. Merci d'avoir répondu à notre appel et de vous être déplacés aujourd'hui dans ce lieu symbolique qui est la Bourse du Travail à Paris. Votre présence témoigne de votre engagement sincère et de votre volonté commune de contribuer à un avenir démocratique pour notre pays, l'Algérie. Nous traversons une période cruciale, marquée par les défis politiques, économiques, sociaux, qui exigent des solutions collectives et ambitieuses. Plus que jamais, il est essentiel de rassembler autour d'un projet démocratique et inclusif pour sortir de l'impasse actuelle et construire une Algérie libre, démocratique, juste et prospère. Cependant, il convient de dresser le contexte dans lequel se trouve l'Algérie et à quel point notre rôle à tous en ce jour est important, voire crucial. Objectiver un état des lieux de l'Algérie permettra l'émergence du pragmatisme et la fin des théories. À l'heure actuelle, deux mondes se confrontent, celui du changement que nous représentons et celui du régime qui souhaite la continuité. Deux oppositions braquées chacune dans son camp, des postures figées par la crainte, la méfiance et la peur de l'inconnu. L'Algérie se trouve dans une zone grise, la transition vers un État démocratique enraillé et stagnante. Ce meeting suivi du débat que nous aurons le plaisir d'animer avec le président du RCD, M. Atman Mazouz, se veut une plateforme d'échange, d'écoute et de dialogue.
Il s'inscrit dans une démarche que nous portons depuis longtemps, celle de fédérer toutes les forces engagées pour le changement. C'est pourquoi nous avons invité l'ensemble des organisations et partis politiques convaincus que seule une convergence démocratique peut constituer une réponse crédible et durable aux attentes de notre peuple. Le thème de notre rencontre aujourd'hui, la construction d'une voie de convergence démocratique, n'est pas un simple slogan. Il s'agit d'une nécessité vitale. L'unité et la synergie des forces politiques et sociales sont indispensables pour rompre avec le statu quo et tracer un chemin vers un avenir meilleur. Dans cette perspective, je vous invite à intervenir, à partager vos idées et propositions. Votre participation active est essentielle pour enrichir le débat et permettre à nos actions collectives de gagner en clarté et en efficacité. Permettez-moi également de rappeler que cet événement s'inscrit dans une démarche profondément citoyenne. Nous ne sommes pas ici pour défendre des intérêts partisans. Nous ne sommes pas ici pour montrer qu'on existe. Nous existons déjà depuis des années et nous sommes toutes et tous dans la résistance. Nous sommes là pour répondre à un appel national. Cet appel, c'est celui de millions d'Algériens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, qui aspirent à un véritable changement et à une rupture avec les pratiques du passé. Avant de conclure, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je remercie également les intervenants et les participants, et tout particulièrement le président du RCD, M. Atman Mazouz, pour sa présence et son engagement sans faille. Je salue entre autres notre ami Brahim Tayyib qui est parmi nous avec sa femme et je vous demande de l'applaudir. C'est un plaisir de le voir parmi nous. Chers amis, l'Algérie mérite notre union et notre détermination. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et écrire une nouvelle page de notre histoire. Je vous invite à écouter, à débattre et à construire ensemble cette voie de convergence démocratique. Je vous remercie et vous souhaite un débat fructueux. Merci. Je passe la parole à M. Mohamed Darski Hamdous, secrétaire national à l'immigration et aux relations internationales. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, honorable assistance, bonjour, Azoul, Sabah al-Khair Filaoun. Nous avons entamé un travail d'organisation afin de mobiliser notre diaspora depuis plusieurs mois. Cet objectif est inscrit à l'issue de notre dernier congrès qui a institué une instance dédiée à notre immigration. Une immigration qui ne cesse de contribuer au combat démocratique dans notre pays depuis la naissance du mouvement national. Elle a été à l'avant-garde des luttes, à commencer par celle de la libération du pays. C'est d'ailleurs avec l'étoile nord-africaine et les mouvements des milieux ouvriers dès 1926 que les militants nationalistes ont fait vivre à l'Algérie et à tous les pays de l'Afrique du Nord l'exploit de leur indépendance. Chers amis, après une série de rencontres et débats avec les citoyens à travers toutes les régions du pays, animés par le président du parti, nous voilà avec vous afin de débattre en toute sérénité du quotidien de notre cher pays et notre diaspora sur la conjoncture actuelle, les défis futurs et les exigences de notre destin commun. Nombreux ceux, durant la clandestinité et l'ère du parti unique de 62 à 88, à militer et à résister contre la dictature. Vous avez été aux côtés de l'opposition algérienne dans sa quête de la liberté et de la conquête des droits fondamentaux et de la dignité. Je tiens à rappeler et rendre hommage, notamment à ceux qui sont présents aujourd'hui parmi nous,
qui ont contribué à la naissance et au travail de l'Académie berbère, de l'ACB que nous avons visité tout récemment, et de nombreux militants qui ont joué un grand rôle dans la conscientisation du peuple en faveur de la lutte identitaire et de l'éclosion du printemps amazigh d'avril 80. On ne peut ne pas oublier aussi l'apport de notre diaspora qui a activement participé à la construction du pays en injectant son épargne au profit du développement et de son économie. Elle a été, à des moments difficiles, d'un grand soulagement à de nombreuses familles qui faisaient face à une grande détresse sociale. Je sais que vous êtes très attachés au pays et vous luttez pour un meilleur avenir. Vous suivez certainement l'actualité de notre quotidien et vous avez une idée des difficultés que nous rencontrons. La lutte politique est délicate et l'exercice est souvent périlleux. Les entraves de l'administration sont quotidiennes, les atteintes aux libertés sont récurrentes et le combat relève d'une véritable gageure. Je vous épargne la multitude des pressions subies par les militants. Chers amis, le président reviendra de manière à introduire le débat sur la situation politique nationale. Cette rencontre est importante pour les objectifs que nous nous sommes assignés et elle doit aider à redonner de l'espoir aux aspirations populaires réclamées à nouveau lors de la mobilisation historique de février 2019. Ici même, où la diaspora a donné une résonance particulière aux espoirs de changement pacifique et démocratique dans le pays, la détermination et l'engagement étaient toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, le RCD est convaincu que la diaspora fait partie de ces poches de résistance qui militent encore et toujours, malgré la fermeture hermétique des champs politiques et médiatiques, la répression et l'intimidation. Nous avons la conviction également que notre résilience peut aider à la construction de passerelles et de convergence par la concertation et le dialogue. Les solutions à la crise profonde que traverse notre pays existent. Il suffit d'aider au renforcement de cette dynamique populaire porteuse d'espoir et de changement dans un monde en pleine mutation. Merci pour votre attention. Donc nous passons direct la parole à M. Atman Mazouz, président du RCD. Merci. Zulflawen, bonjour tout le monde, Ansoufi Soun, et bienvenue. Il m'est agréable et c'est avec plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous, ici à Paris, dans ce lieu emblématique qu'est la Bourse du Travail, cette citadelle symbolique, à l'origine au lieu d'organisation des activités et des luttes syndicales. Des luttes qui nous inspirent et nous amènent aujourd'hui à échanger avec vous sur les opportunités et les espoirs d'aboutissement du combat pour l'émancipation et les libertés dans notre pays et à travers le monde. Je suis très content aujourd'hui de me retrouver ici avec notre diaspora dans une salle aussi pleine comme aujourd'hui parce qu'ailleurs, tout est fait pour casser les ressorts de notre pays, les ressorts du milieu associatif, les ressorts des partis politiques. Et aujourd'hui, je suis très content de me retrouver ici, aujourd'hui, avec des personnes, mais aussi des militants qui sont encore là à militer et à revendiquer un changement dans notre pays. Il y a bien des années que le RCD n'a pas organisé d'événements aussi importants au sein de l'immigration. Et si mes souvenirs sont bons, cela remonte à plus de 15 années, au minimum. Notre immigration, pionnière dans le combat pour la libération du pays,
ne peut rester en marge de la construction d'une Algérie de liberté et de progrès. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à prendre part à notre meeting qui sera suivi d'un débat et nous vous remercions pour votre mobilisation. Je tiens par ailleurs à souhaiter également la bienvenue à nos invités que j'appelle à intervenir tout à l'heure pour faire de cette rencontre un espace de débat, d'échange de points de vue et de propositions pour aider à dégager ensemble des perspectives nouvelles et jeter de solides passerelles entre nous. Chers amis, malgré les difficultés qui sont les nôtres, en Algérie, nous avons pu organiser dans l'adversité les entraves administratives, les poursuites judiciaires et les atteintes aux libertés de réunion et d'organisation de nombreuses rencontres débats à travers différentes localités du pays. La vie et la militance nous ont appris à ne pas céder sur les principes et ne rien lâcher de nos droits. C'est ainsi que nous pouvons faire avancer la cause démocratique et éviter au pays la voie de la régression. Le pays, je sais que vous êtes très sensible à la situation que vit notre pays et aux souffrances que subit notre peuple. Permettez-moi alors, chers amis, d'aborder prioritairement la situation au niveau de notre pays. Il y a des moments de l'histoire qu'il ne faut pas occulter parce qu'ils ont été déterminants pour notre présent et peuvent être encore plus décisifs à l'avenir. Le coup de force de décembre 2019 et la politique du tout répressif continuent de plonger le pays dans l'aventure et l'inconnu. Plus de 5 ans après la mobilisation historique du peuple algérien qui a manifesté par millions dans les rues de tout le territoire du pays et à l'étranger son désir de changement pacifique, plus de 36 ans après les événements d'octobre 88, plus de 20 ans après la victoire du peuple algérien sur le terrorisme et 62 ans après l'indépendance, le pays vit toujours dans les incertitudes et l'instabilité, où règnent les atteintes aux droits fondamentaux, la peur et parfois la terreur. Le pouvoir, de fait, ne semble tirer aucune leçon des drames induits par le choix de l'autoritarisme comme mode de gestion du pays, en privilégiant de s'adosser à des institutions frappées d'illégitimité et qui constituent une menace pour la nation. Comme vous suivez au quotidien à travers les réseaux sociaux, car il n'y a plus de médias crédibles dans le pays en dehors de quelques journalistes qui résistent au sein de quelques rédactions. La situation se dégrade de plus en plus et ce n'est pas le journal télévisé des chaînes étatiques dupliquées par les chaînes offshore, soumises, malléables et corvéables à merci qui contrarieront le constat accablant que nous faisons au quotidien. Personne ne peut nier que le personnel politique de l'ère Tebboune vient du même moule que celui de la forfaiture du règne de Bouteflika, qui a failli emporter le pays sans le sursaut populaire de février 2019, qui a stoppé le danger et l'humiliation. Sincèrement, je vous avoue que je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise et tranquille de parler et de disserter sur la situation de mon pays chez moi qu'ici, pour ne pas être accablé de reproches, de dénoncer la forfaiture de nos dirigeants à partir de l'étranger. Mais à l'instar de beaucoup d'entre vous, il y a des moments où la responsabilité dicte de prendre des risques car nous n'avons pas de pays de rechange. Le pays a besoin de tous ses enfants et la liberté d'expression de chacun de nous doit être défendue et préservée. C'est le sens de notre combat partout et c'est aussi notre devoir car
nous avons choisi la voie de la vérité et de l'authenticité. Vous le savez, comme l'écrasante majorité des Algériens, que ce n'est pas le bien-être du citoyen qui dicte l'ordre du jour de l'agenda du pouvoir. Celui-ci est préoccupé avant tout à sauver le système des privilèges qui ne peut être perpétué sans se heurter à l'aspiration profonde des Algériennes et des Algériens à la liberté, la justice et la démocratie portée par des millions de citoyens durant des mois lors du mouvement de février 2019. Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Alors pour moi, un homme politique et de surcroît un responsable politique doit établir constamment des évaluations, des constats et chercher constamment à ouvrir des nouvelles perspectives pour sortir notre pays des drames que nous vivons au quotidien. Ne pas oser, cela reviendrait à accréditer la fumisterie d'une nouvelle gouvernance pour l'Algérie en rupture avec les anciennes pratiques. Des pratiques que nous n'avons de cesse de dénoncer, car le bilan de la nouvelle façade des décideurs est sans appel sur les plans économiques, social et des libertés. Ce bilan, je parle du bilan, il est dans l'instauration de la peur, des interdictions de sortie du territoire et même d'entrée, maintenant loin de la justice pour ceux qui refusent la soumission. Et je sais combien d'entre vous subissent et souffrent d'être loin du pays et de vivre un exil forcé. Combien sont-ils à atterrir dans un aéroport ou à arriver par bateau et à être retenus sans jugement ni raison fondée, rien que pour avoir émis une opinion ou revendiqué le changement. Ce bilan est aussi dans les libertés bafouées, les milliers de citoyens et de militants qui sont passés par les prisons. Nombreuses sont les personnes qui sont encore retenues pour délits politiques et d'opinion. Il est aussi dans les dizaines de condamnations à mort, dans des simulacres de procès intentés à une région entière suite aux incendies criminels de l'été 2021. La révision annoncée de ces procès que le RCD a de tout temps revendiqué, souvent au solo, ne doit pas faire baisser notre vigilance. Il est aussi dans les nouvelles lois du code pénal adoptées, à l'exemple de l'article 87 bis, et qui place tout citoyen sous le coup d'accusation d'atteinte à la sécurité du pays pour la moindre critique de la gestion des affaires publiques. Une simple opinion émise peut être transformée en atteinte à la souveraineté du pays ou au moral d'une institution. Il est également, depuis les derniers mois, dans les interdictions et les atteintes aux libertés de création, d'organisation, de rencontres littéraires, artistiques et maintenant même de la valorisation et de la sauvegarde de notre histoire et notre patrimoine culturel. L'agression de Khenchela, avec le déboulonnage de la statue d'Axel, est des plus édifiantes. Ce roi Amazigh a pourtant défendu sa terre et son peuple contre une invasion étrangère. Il est enfin, nous concernant en tant que parti, dans les interdictions d'activer librement jusqu'à être menacé à un moment de dissolution et de suspension. Le nouvel avant-projet de loi sur les partis politiques est déjà conçu pour revenir sur tous les acquis d'octobre 81 et de la parenthèse de l'ouverture démocratique dans la mesure où celui-ci définit lui-même le champ d'intervention des partis, les socles idéologiques et l'objectif des partis en tant que soutien à la politique gouvernementale. C'est pas
pour certains d'entre vous, ont lu un peu l'avant-projet de loi sur les partis politiques. En fait, il porte en lui la remise en cause totale de l'ouverture démocratique de 88, mais aussi, il est plus grave encore. Vous serez, en tant que parti politique, là, juste pour, en fait, applaudir tout ce qui est produit, tout ce qui est dicté par le gouvernement algérien. Et ça, c'est inadmissible en tant que parti. Il est aussi inadmissible pour tous les citoyens algériens qui aspirent au changement. Alors, je disais, la loi syndicale actuelle, quant à elle, fera rougir, y compris le modèle des organisations de masse de l'ère soviétique. Ce projet de loi, cette loi aussi, elle a été adoptée concernant les syndicats. Ben, les syndicats, maintenant, ils n'ont plus le droit de revendiquer dans la rue leur désir de changement de la politique gouvernementale. Et ceci aussi, c'est quelque chose de fatal pour un pays qui a connu une petite ouverture et qu'il va falloir maintenant défendre justement. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous insistons à chaque fois dans nos sorties pour que nous fassions front par rapport à toute cette offensive du régime pour justement remettre en cause, aller dans la remise en cause justement des acquis de 88. Au sujet maintenant du bilan économique et social. Le marasme qui touche les entreprises à cause à la fois des problèmes importants d'intrants, des passe-droits et d'une justice aux ordres bouche les perspectives pour une jeunesse réduite à chercher les moyens de fuir le pays. Le SMIC réduit à quelques kilogrammes de la viande importée suffit pour illustrer l'angoisse des chefs de famille. Chers amis, personne ne l'ignore, sont les revenus du pétrole, du gaz, les autres minerais extraits du sous-sol avec leur cours élevé. Le trésor public serait dans l'incapacité à faire face au salaire de la fonction publique ou soutenir un quelconque programme social. La nouvelle loi de finances adoptée tout récemment à la hussarde avec un déficit budgétaire de près de 60 milliards de dollars consacre une belle part aux dépenses improductives, fonctionnement, sécurité et rattrapage. Les incertitudes causées par les bouleversements stratégiques dans le monde risquent d'accentuer les pressions sur le pays. L'arrivée du président Trump peut être une occasion pour la relance de l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste. Et si ce scénario aboutit, il faudrait s'attendre à des répercussions importantes qui creuseront les déficits, accentueront la dévaluation du dinar, le chômage et une plus forte dégradation des services publics pour alimenter une crise largement contenue par la rente. Chers amis, je sais que le RCD est attendu sur ses positions sur l'immigration, à un moment où les tensions géopolitiques et diplomatiques impactent lourdement sur les relations internationales. Le RCD a pris des positions sur l'immigration qui, de tout temps, tranchent avec le traitement que lui a infligé le système du parti unique et les différents détenteurs du pouvoir depuis l'indépendance. Pour nous, l'immigration constitue un formidable potentiel de ressources démocratiques et de compétences. En fermant le pays à cette immigration, le pouvoir veut se protéger de la contagion des libertés et du fonctionnement démocratique des institutions. Il l'empêche de fait de participer au développement du pays. Une diaspora qui a été une cheville ouvrière pendant la lutte pour le recouvrement de l'indépendance nationale peut être d'un apport exceptionnel pour l'aboutissement des luttes démocratiques contemporaines dans notre pays. Chers amis, je sais que notre diaspora dans sa majorité réussit dans divers domaines de la vie économique, culturelle et même politique. Cette place dans les pays d'accueil doit être renforcée et il est nécessaire de la transformer en passerelle
entre les peuples au lieu de la diaboliser, comme le fait de manière primaire et réductrice le discours pseudo-nationaliste chez nous et les regains populistes, voire néocolonialistes, ici, en ces temps de crise. Vous le savez certainement, c'est le RCD qui s'est battu et qui a obtenu que l'immigration soit représentée directement dans l'Assemblée nationale, comme elle l'a été au sein des instances dirigeantes dans le combat de libération nationale. Pour nous, cette démarche doit avoir d'autres déclinaisons dans la vie du pays et de notre diaspora. Nos rapports amicaux avec de nombreuses chancelleries, et je parle là du parti, avec de nombreuses chancelleries étrangères que nous voulons toujours renforcer, participent de la défense des intérêts de l'Algérie et de ses ressortissants là où ils sont. La politique est aussi une diplomatie partisane, forte, qui lutte pour l'intérêt du pays et de son peuple. Les mécanismes à mettre en place existent, mais le préalable d'un pouvoir légitime et démocratique est incontournable. Les compétences scientifiques installées à l'étranger ne demandent qu'à participer à la promotion de l'université algérienne. De même qu'une politique fiscale adaptée et la levée des entraves administratives à même de favoriser l'épargne et le transfert des capitaux afin de permettre aux opérateurs expatriés d'être au fait de toutes les opportunités économiques nationales. L'encouragement notamment par des subventions de l'action du mouvement associatif autonome, de la communauté immigrée et la facilitation des échanges et jumelages avec l'Algérie. La prise en charge effective de la protection consulaire, notamment pour les personnes fragilisées par leur situation administrative, comme c'est le cas de nombreux sans-papiers, et enfin la mise à l'abri des marchandages politiques, des accords bilatéraux favorables à notre communauté. Je n'ai fait que lister quelques propositions que vous pouvez trouver dans notre programme politique. Le RCD, qui milite pour la souveraineté de notre peuple en tant que parachèvement de notre indépendance nationale, arrachée de haute lutte des mains des forces coloniales, n'est pas un partisan du discours à la carte. Il assume et défend son programme partout et avec la même constance. Pour nous, les libertés fondamentales, l'égalité en droit, la laïcité de l'État et la décentralisation dans un État unitaire régionalisé en tant qu'instrument démocratique de gestion de la vie publique ne sont pas négociables en tant qu'objectif de notre action. Notre appel, maintes fois renouvelé au dialogue, a pour but de sortir le pays d'un autoritarisme qui alimente chaque jour un peu plus le fossé entre les institutions frappées d'une illégitimité et les citoyens qui aspirent à construire un État qui protège le pays et les citoyens. Pour ce faire, le RCD estime que la balle est dans le camp du pouvoir. Rien de viable et de durable ne peut se faire sans le respect de la Constitution et des libertés, qui dictent la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, la liberté de circulation sur tout le territoire national et à l'étranger, le respect des procédures judiciaires et des libertés d'expression et d'organisation. Un pouvoir qui tourne le dos aux revendications légitimes de son peuple s'éloigne dangereusement de sa mission fondamentale, qui est de servir et protéger les intérêts de tous. Écouter, c'est reconnaître la dignité de chaque citoyen. Répondre, c'est consolider et garantir l'avenir de notre démocratie. Posons ensemble les bases d'un dialogue ouvert et constructif. C'est dans cette union entre le peuple et ses institutions, je dis bien légitimes,
où réside la véritable force d'une nation. Merci pour votre attention. Tenmernou. Le cumul de violence, en partant par la violence dans le comportement institutionnel, arrivant à la violence législative. Et Athman a évoqué l'article 87 bis du Code pénal, qui est une bombe à retardement contre l'exercice justement de la citoyenneté. Et l'exercice de la citoyenneté commence صباح بكري كي تنوض وتحل عينيك. صباح بكري كي تنوض وتحل عينيك tu deviens citoyen. نهار وين تخرج من كرش تاع يماك tu deviens citoyen plein et entier. Et cet exercice justement qui est refusé aujourd'hui par le régime algérien. Ce meeting intervient aussi dans une conjoncture particulière, c'est la conjoncture internationale. Tout le monde s'accorde à dire que ce qui se passe au Moyen-Orient, en Palestine, en Syrie et un peu partout dans cette région, se passe dans ces régions. Nous, on trouve à la FIDH que ce qui se passe dans cette région ne se passe pas dans la région, mais sur la région. L'instinct grégaire et autoritaire, l'instinct dominateur, colonisateur des pays occidentaux vont nous faire payer très cher au peuple algérien, à l'État algérien, le fait de ne pas y aller dans la voie démocratique. Et c'est pour cela aujourd'hui la construction politique et la construction démocratique indique et doit orienter les partis politiques, de l'opposition surtout, à construire ensemble avec la société civile qui est un partenaire et non un adversaire. Marhaba bik Paris et bon courage à vos travaux. Je vous remercie. Merci Aïssa. Je rappelle que Aïssa Rahmoun, c'est le secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. Donc on passe la parole à Riposte internationale. Je pense que c'est Boukhalifa Ben Maamar. Donc, Boukhalifa Ben Maamar, membre de Riposte internationale. On remercie le RCD pour cette invitation à prendre part à ce meeting. Bon, ça a l'air parfait. Dites-moi comme ça, c'est bon. Voilà. Parfait. Ça ira. Bon, désolé, j'ai une voix qui ne porte pas. Je suis un tout petit peu malade. Donc, je renouvelle encore une fois Azul et bonjour tout le monde. Je remercie le RCD de nous avoir invités à participer à ce meeting. C'est très important pour nous. On a toujours plaisir à se retrouver et le plaisir est sans cesse renouvelé de voir des visages qui nous sont familiers. Et je serais tenté de dire que nous avons toujours et nous nous retrouvons toujours avec une poignée d'irréductibles que l'on croise depuis une vingtaine d'années, qui sont là, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige. Donc c'est une poignée d'irréductibles qui porte le projet démocratique en Algérie, qui transcende les limites des partis. Je tenais juste à ouvrir une parenthèse et à la fermer aussi vite. Je m'adresse à la jeune équipe dirigeante du RCD. Vous avez réussi la prouesse de provoquer, faire la mutation de votre organisation politique parce que vous avez su accompagner les mutations de notre société en accompagnant et en faisant votre propre mutation. Ce qui est important, cela prouve qu'il y a une intelligence intuitive dans cette jeune équipe où j'ai la chance d'avoir côtoyé pas mal d'entre vous et c'est très important de le dire. Alors que nous avons des partis qui ont eu des trajectoires qui aujourd'hui sont rentrés dans les rangs de la normalisation, se retrouvent, qui font honte au parcours de leur parti, la parenthèse est fermée. Donc nous tenons à partir de cette tribune à exprimer notre soutien
à l'ensemble des détenus et à leurs familles qui vivent des drames au quotidien, qui vivent des drames non seulement au quotidien, mais qui a hypothéqué l'avenir de ces familles entières. Tout simplement parce que, comme l'ont rappelé les précédentes personnes qui ont pris la parole, parce qu'à un moment ou à un autre, on s'exprime sur un sujet qui nous concerne, on s'exprime, on donne son avis et son opinion ou sa vision des lendemains meilleurs pour notre pays, ce qui est un minimum, et se retrouver en prison pour ce genre d'ineptie, c'est une situation quand même qui est à minima kafkaïenne parce qu'on n'arrive pas à la comprendre, si ce n'est la nature profonde et réelle du régime. Donc, je pense que la question à ce niveau-là, elle est claire, elle trouve sa réponse dans ce qu'est le régime. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire de grandes études pour savoir quelle est la nature de ce régime. Nous tenions aussi à exprimer notre solidarité indéfectible et sans cesse renouvelée aux défenseurs des droits, où nous avons des avocats qui sont sans cesse, qui font l'objet de harcèlement judiciaire ou de harcèlement tout court dans le cadre de la mission noble qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de s'en acquitter dans la dignité. Alors, les détenus politiques payent la rançon de la dignité. Ils la payent à notre place parce que nous sommes ici. Et en cela, nous leur sommes redevables. Et ceux qui les défendent aussi une partie de cette dignité. Et ils la payent à leur façon. Certains se retrouvent aujourd'hui en Europe, se retrouvent aux États-Unis ou au Canada, parce que c'est la prison ou l'exil. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, vient d'écoper de 2 ans d'emprisonnement avec assorti d'une amende de 200 000 dinars. Quel a été son tort d'avoir voulu une Algérie meilleure, tout simplement. Nous nous exprimons aussi sans réserve aucune parce que nous ne devons jamais être complexés par les origines des uns et des autres. On s'exprime sur le martyre de la région de la Kabylie et de la région de l'Arba Nafira. Il ne faut pas oublier, nous ne ressassons pas le passé tout simplement, mais nous estimons que cette région a payé pour quelque chose dont elle n'est pas responsable, mais c'est plutôt le régime qui en est responsable. À ce jour, nous mesurons les propos que nous tenons dans le cadre de notre organisation, à savoir une commission internationale, parce que les commissions nationales ad hoc n'apporteront jamais de réponse sur l'origine, la provenance des incendies et les manipulations qui s'en ont suivi après. On s'est retrouvé avec des parodies de procès où on n'a pas fait uniquement le procès d'un certain nombre de personnes, mais on a fait le procès de toute une région. Cela dit, il ne faut pas non plus minimiser cette dimension scabreuse et diabolique du régime qui n'hésitera pas une seconde à sacrifier d'autres vies. Et je pense que les organisations politiques qui continuent à œuvrer dans le sens d'une fédération plus large payent cet engagement. Je ne rappellerai pas les péripéties du RCD depuis 5 ans, à savoir les diverses pressions, les diverses interdictions, mais toujours est-il qu'elles sont révélatrices aussi du choix fondamental du régime de passer d'un régime autoritaire à celui de dictature. Cela a été confirmé durant l'année 2023 par la nouvelle loi sur l'information et en avril de cette année sur les décrets d'application de l'article 87 bis, où c'est tout un arsenal, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, fait de tout citoyen algérien qui porte une idée de changement, qui s'exprime sur le moindre sujet, fait de lui quelqu'un qui est susceptible d'être pris pour un terroriste. Le risque à terme, c'est de galvauder le sens de terrorisme.
Vous imaginez, vous, l'ineptie de la situation de mettre sur le même pied d'égalité quelqu'un qui va trancher le cou d'une personne et quelqu'un qui aura tenu un propos, il demandera à Algérie libre et démocratique, se retrouver accusé du même délit. Mais dans quel monde vivons-nous? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi pour nous, nous avons plaisir à vous retrouver ici, mais nous aurions plaisir aussi à vous retrouver chez nous en Algérie. C'est très important pour nous. Et je pense que ce que vous faites au jour le jour porte un nom, c'est l'engagement. Votre engagement n'est pas à la carte comme vous l'avez signifié, et en cela nous en sommes conscients. Et je pense que la responsabilité est historique, elle est historique à plus d'un titre, mais historique avec un grand H. Nous vous disons, comme disent les Bretons ici, bon vent, et espérons qu'on aboutira et on pourra se retrouver en Algérie dans une grande fête démocratique. Merci Elias. Salam alaikum. Azul Flawen. Bonjour à toutes et tous. Je remercie nos amis du RCD Immigration pour cette aimable invitation et je salue l'engagement du parti RCD pour les libertés individuelles et collectives en général et sa solidarité indéfectible avec la Ligue, en particulier après sa dissolution en Algérie et même bien avant. Aujourd'hui, je m'exprime devant vous en ma qualité de président du collectif de sauvegarde de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, une association dernièrement créée en France pour prolonger le combat et la mission de la LADDH historique. Mais je m'exprime aussi et surtout au nom de tous les militants de la LADDH restés en Algérie et qui ne pourront le faire à cause d'une décision arbitraire qui les a privés de leur instrument de lutte, une lutte pour les droits des autres et pour la dignité de tous. Je leur rends un vibrant hommage. Je veux et je vais être leur fidèle représentant et leur fervent défenseur. Chers amis, nous nous réunissons ici à Paris parce que nous ne pouvons plus le faire à Alger, à Tizi Ouzou, à Oran, à Constantine, à Bijaya, à Tamrast. Cela est en soi le plus grand indicateur de l'aggravation de la situation des droits humains et la fermeture de tous les espaces, même les librairies d'ailleurs. Aujourd'hui, même les danseurs ne sont pas épargnés. Et je pense à ASLS particulièrement. Nous connaissons un don de danse et les profs de danse. Nous connaissons Fafoulard, mais il a des armes, on ne sait pas où est-ce qu'il les cache parce qu'il est accusé de terrorisme, d'appartenance à un groupe terroriste. Des dizaines de détenus restent en prison aujourd'hui. Et ceux qui en sortent après avoir purgé leur peine ou suite à des grâces présidentielles souvent douteuses sont immédiatement remplacés par des nombreux. La machine à traquer les citoyens de tous bords politiques ne s'arrête pas. Elle demeure silencieuse, mais impitoyable. La moindre opinion critique, le moindre propos contestataire est sanctionné par une justice aux ordres. Ainsi, le retour à l'article 87 bis du Code pénal qui traite du terrorisme, rappelons-le, devient la norme. Une presque banalité quotidienne pour un système de plus en plus autoritaire, alors que les conséquences d'une telle disproportionnalité sur les prévenus et leurs familles sont dramatiques. Cela doit cesser. L'article 87 bis doit disparaître. C'est notre combat au sein du CSLADDH, un combat que nous menons avec d'autres organisations de la société civile, dont certaines sont présentes ici. Chers amis, le constat que nous faisons collectivement sur la situation politique et la dégradation des libertés en Algérie est unanime. Nous sommes d'accord, dans notre pays,
l'impasse politique, l'absence de liberté et le désespoir qui touche des segments entiers de la société constituent un mélange explosif. Un mélange qui est soumis à la pression d'un contexte international des plus volatiles. Il faut éviter l'explosion. Il faut le changement. Le changement que nous avons espéré lorsque nous nous sommes investis dans le mouvement du Hirak en février 2019. Un changement que nous devons continuer à espérer, à revendiquer, à construire collectivement, ensemble. Certains diront dans le compromis, d'autres dans la convergence et le consensus, ou encore dans la rupture et le dépassement. Je pense que le plus important est de convaincre de qui de droit, comme on dit là-bas chez nous, d'aller vers un changement réel, profond et radical vers la démocratie de l'État et l'État de droit. Notre pays doit changer de trajectoire. Aujourd'hui, avant demain, demain, avant après-demain. Un processus à lancer dans le dialogue entre Algériens et Algériennes pour l'intérêt de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. Je vous remercie. الجديد فأدار à toute forme de fédération, toute forme de travail collectif qu'on peut mener ensemble. Je pense que que nous avons besoin donc tous un travail donc de fédération, de travail collectif qui va mener le pays à un état meilleur, on va dire. Nous avons besoin donc d'avoir un pays plus fort, plus moderne et surtout donc plus démocratique. Je pense que la dernière fois où les forces vives de la nation ont pu réunir leurs forces pour fédérer et pour faire quelque chose de collectif, eh ben ils ont fait aboutir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait aboutir le Hirak et tout le monde se souvient. C'était en fait toutes les composantes de la société algérienne, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des hommes politiques ou non politiques, ont pu exprimer en fait un esprit d'engagement politique extraordinaire, ont pu exprimer une volonté politique pour un changement de gouvernance du pays, et ça c'était extraordinaire, surtout qu'on était dans un contexte où personne n'y croyait que ce peuple avait une culture politique, personne ne pensait qu'on avait une conscience politique, mais le peuple l'a fait. Voilà, et peut-être sur un point de vue plus local ici en France, diaspora, moi je garde des souvenirs très forts, hein, en fait, avec quelques amis du collectif, où on a passé quelques soirées, on va dire, tardives, très animées, pour organiser la logistique, les rassemblements, la sono, enfin tout ce qui va avec, pour donner une image digne de la communauté algérienne. Et ça, j'en garde une très très belle image et j'en suis particulièrement fier. Mais bon, pour la suite, vous la connaissez, la suite n'est pas très très glorieuse. Le Hirak a apporté des avancées, on va dire, timides. Je pense qu'on n'a pas pu faire obtenir ce qu'on voulait. Plutôt, on n'a pas su obtenir ce qu'on voulait pour différentes raisons, en fait, variées, en fait. Peut-être à cause des positions, des choix politiques qui ont été faits par les uns et par les autres, qui n'ont pas été, disons, pertinents. Mais peu importe, en fait, peu importe, il faudrait voir un peu l'avenir et il faudrait qu'on puisse se réunir donc, tous pour repartir et garder l'esprit de Hirak et ne pas en faire le Hirak juste comme une simple parenthèse qui se ferme. Pas du tout, il faudrait que ça continue. Je pense que l'Algérie a toujours besoin de nous. Je pense que l'Algérie occupe une place qui n'est pas à sa hauteur. Donc c'est à nous, on va dire, travailler pour devenir la nation qu'elle mérite. Et ça, en fait, je pense qu'on n'a pas trop le choix que de s'unir entre nous, toutes les forces politiques. On peut être de partis politiques différents, mais il n'y a pas trop le choix que d'unir nos forces pour travailler ensemble.
Monsieur le Président a parlé de plusieurs enjeux en fait, qui sont cruciaux. Vous avez la loi des partis, la loi le code électoral, le code de la mairie qui va être discuté là dans les prochaines semaines. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui nous réunissent et qui peuvent nous rendre plus forts pour qu'on puisse, on va dire, obtenir des concessions du régime. Voilà, donc ça, il faudra travailler sur ça. Et peut-être un des enjeux les plus importants qu'on va devoir affronter tous ensemble, collectivement, c'est de faire adhérer l'Algérien à la politique, à l'acte politique. Je pense qu'il faudrait expliquer à nos amis que n'importe quel changement durable ne peut pas être obtenu que si on a un engagement politique, que si on a un engagement citoyen, qu'on a une action politique organisée. Et ça, c'est le travail un peu des partis. Quelle que soit ta couleur politique, quelle que soit ta conviction politique, il faudrait s'engager, il faudrait s'organiser. Parce que si toi, tu ne le fais pas, d'autres, ils vont le faire à ta place. Donc voilà, donc c'est peut-être mon message à tout le monde. Et voilà, donc j'espère par avance, je vous souhaite une très bonne année à vous, à Segas Amgas, et puis Inch'Allah, à très bientôt. Merci, Yassine. Zoul, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Honorable assistance, au nom du PADA, pour une alternative démocratique en Algérie, tous nos remerciements pour cette invitation du RCD, ce parti démocratique d'opposition qui a su garder avec courage sa ligne malgré les restrictions sur les libertés politiques et les menaces existentielles, suite à la tourmente répressive que le pays traverse depuis bientôt 6 ans. Nous répondons d'autant plus favorablement à cette initiative que PADA est une organisation politique née du Hirak, de la diaspora qui s'est donné comme ambition de porter ses revendications, à savoir le changement du régime pour un État de droit démocratique, respectueux des libertés, à savoir le changement du régime pour un État de droit démocratique, respectueux des libertés et de la citoyenneté pour l'unité de la nation dans sa diversité et pour l'adoption du mode de lutte pacifique. Nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de conjuguer nos forces, aussi bien celles du pays que dans la diaspora, pour que la volonté populaire de changement exprimée à travers le Hirak puisse trouver une réalité face à la réponse du tour répressif du pouvoir par la promulgation de lois liberticides privant de liberté de milliers de citoyens algériens, ainsi que par la fermeture des champs politiques et médiatiques. Ces derniers temps, c'est le monde de la culture qui est pris pour cible, signant la dérive ultime de l'autoritarisme des décideurs. Des lieux de débat sont fermés, cafés, littéraires, librairies, salons du livre, des acteurs culturels, des chanteurs, danseurs, des cinéastes, des éditeurs, libraires et écrivains sont intimidés, harcelés et voire arrêtés dans des conditions violentes leurs droits de citoyens, comme celle qu'on a eu un retentissement international. Ici, dans l'immigration, le nombre d'exilés ne fait que croître suite au climat de terreur et de blocage du pays, générant du désespoir, une immigration massive, vidant le pays de ses forces vives au prix de déchirements personnels, sachant que la liberté de circulation aux frontières n'est plus garantie. Les visites au pays génèrent de l'appréhension, y compris pour des motifs familiaux graves, augmentant la souffrance de nombreuses familles algériennes. La question politique actuelle est comment sortir de cette impasse tragique.
avant de pouvoir, malgré le désaveu cinglant et renouvelé exprimé lors de la dernière élection présidentielle, que vient renforcer la récente campagne menée Charadi sur les réseaux sociaux. Rappelant que le débat en tant qu'il s'imposait au lendemain de l'élection présidentielle a été vite, c'est-à-dire le dialogue, a été vite oublié pour de vagues perspectives. Cette question se pose essentiellement pour l'opposition, sa capacité à construire une aspiration. Il s'agit de transformer le rapport de force. Eh bien oui, le rapport de force populaire exprimé le 7 septembre dernier en rapport de force politique de changement démocratique. Fort de ce verdict populaire, et en s'adossant plus de 80% de la population, il est du devoir actuel pour chaque acteur politique, à quelque niveau que ce soit, de travailler à dépasser le système actuel pour prendre la seule voie possible, celle d'une transition démocratique, et agir de sorte que les décideurs n'aient pas d'autre choix que d'ouvrir cette perspective. C'est la nécessité de l'heure pour l'intérêt et le salut de l'Algérie, notamment au vu du bouleversement du monde. Les récents événements de Syrie montrent que les dictatures coupées et rejetées de leur peuple sont destinées à des fins tragiques. Eh bien oui, sont destinées à des fins tragiques, tout en mettant leur nation en danger, en les fragilisant pour devenir vulnérables aux emprises et aux implications étrangères. En Algérie, sans l'adhésion du peuple et de son élite, tout avenir et consensus constructif est compromis et fait peser de grands risques sur la souveraineté nationale. Nécessité historique pour la préservation de l'État national. Cette période de transition aboutira au recouvrement de la souveraineté populaire et ouvrira la voie à l'instauration d'un État de droit fondé sur les principes démocratiques, l'égalité citoyenne, le respect des libertés individuelles et collectives, le pluralisme et la séparation des pouvoirs. La forme de l'État devra être choisie pour représenter mieux la diversité de la nation algérienne, comme l'a incarné le Hirak. Merci à vous. Bienvenue, Président. Merci, Elias Jubaili. Azul Flaouen. Mes chers amis, mes chers camarades, il n'est pas facile, il n'est pas aisé de prendre la parole dans une période politique marquée par une régression terrible, tant sur le plan du droit international, tant sur la déconfiture qui est en train de se dérouler devant nos yeux du multilatéralisme, hérité de la paix construite péniblement après la Deuxième Guerre mondiale. Il m'est pénible de prendre la parole devant vous et d'ordonner une parole politique lorsque nous sommes impuissants, tous et toutes, devant un génocide sans précédent qui se déroule devant nos yeux. Ce qui se passe à Gaza n'est pas un détail de l'histoire, c'est certainement un point d'inflexion. Il annonce quelque chose, un tournant, qui annonce des périodes de guerre, de conflit. Il n'est pas anodin. Aujourd'hui, un pays génocidaire, condamné par toutes les cours pénales internationales, par toutes les organisations des droits de l'homme, par toutes les ONG, tout le monde est unanime qu'il s'agit d'un génocide, que ce qui se déroule devant nous est insupportable. Il se propose, toute honte bue, de se positionner comme le pivot de la politique régionale au Moyen-Orient. Et cela est inadmissible.
Mes chers amis, c'est dans ce contexte que la réponse du régime à notre impasse, à la situation qui est devant nous, est dramatique pour l'avenir de notre nation. On ne peut pas raisonnablement construire l'Algérie de demain dans la paix si la seule réponse politique construite, assumée par le régime, c'est celle de la tyrannie. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de confondre les écrivains avec les balles des Kalachnikov ou avec des terroristes. Lorsqu'on fait cela, on condamne l'avenir de la nation. Boualem Sansal a le droit de parler, même si c'est un réactionnaire, mais il nous appartient. C'est un écrivain algérien. Il a le droit de prendre la parole, quelles que soient les lucubrations dont il est coupable. Nous devons l'assumer. Nous ne devons pas avoir honte de cela. Ce n'est pas possible de fermer les yeux lorsque la seule réponse politique aujourd'hui du régime, c'est de tenter de construire un discours incohérent, un projet national incohérent avec des photos de synthèse au journal télévisé nous promettant des tours et des tours, des projets hallucinants, incroyables sur la baie d'Alger. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible non plus d'entrevoir l'avenir lorsque on n'assume qu'un discours populiste où on cultive la haine dans la société. Aujourd'hui, mes amis, on présente le Maroc comme l'ennemi indépassable de l'Algérie. On ne peut pas se satisfaire de ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue pour notre nation sans une intégration maghrébine. Et nous, qui parlons d'ici, de la diaspora, nous sommes les héritiers de l'étoile nord-africaine. Nous savons quelle est l'importance que nos aînés ont cultivée dans ce projet fantastique qui est celui de l'émancipation, de la libération de tous les Maghrébins, de tout le peuple du Maghreb. Et cela aujourd'hui, nous devons, nous, à partir d'ici, à partir de la diaspora, faire tout pour construire ce discours de la fraternité, éviter ces dérives guerrières que les dirigeants assument. Arrêtons ces délires paranoïaques qui sont en train de mener doucement mais sûrement notre nation à des conflits de guerriers insupportables. Et aujourd'hui, je pense que nous... Vous ne m'entendez pas? Ouais. Nous devons, nous, d'ici, construire cette fraternité avec la société française, avec nos amis marocains, avec nos amis tunisiens, avec nos amis du Sahel. La seule issue, c'est le Maghreb uni, démocratique. Au nom de Liberté Algérie, Monsieur le Président, je vous remercie du fond du cœur de votre constance dans votre combat pour la démocratie. Je finirai avec cette citation de Siad Jbal. L'histoire des tyrans est celle qu'on grave dans la pierre, celle des opprimés dans les cœurs. Mais un jour, les cœurs parleront. Nous avons raison. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je tiens à dire que je souscris totalement à l'intervention précédente. Donc, je souscris totalement à l'intervention de Libre Algérie faite par Omar. Voilà. Alors, camarades et amis, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à saluer chaleureusement le Rassemblement pour la culture et la démocratie, sa direction et l'ensemble de ses militants. Votre engagement constant pour la liberté, la justice et la démocratie force l'admiration et inspire le respect. Vous incarnez à travers vos luttes et vos sacrifices à la fois la résistance et la résilience indispensable face à toute forme d'oppression et de despotisme. Je pense que l'engagement du RCD est à saluer parce qu'il marque un positionnement très particulier dans l'aéropage politique algérien et la position qu'ils occupent n'est pas aisée et le courage dont ils font preuve est à saluer à plus d'un titre.
Ensuite, je voudrais exprimer, au nom de la croyance en le droit des peuples à s'autodéterminer, une solidarité avec le peuple syrien, qui est engagé actuellement dans une transition qui est incertaine, certainement, mais qui est importante après des années de résistance, à un système despotique et dictatorial et une guerre civile atroce. Ce qui est en train de se passer en Syrie, je pense, c'est un moment de transition qui est incertaine. Il sort d'une guerre civile éprouvante et d'une dictature des pires que l'humanité a pu connaître, mais il fait face à des aléas très importants. Nous devons nous intéresser à ce qui se passe en Syrie, parce que c'est une expérience de transition. Peut-être que très rapidement, nous allons être confrontés à des problématiques qui certainement ne seront pas les mêmes. Mais nous pourrions tirer des leçons de ce qui est en train de se passer en Syrie. Dans ce point particulier, je tiens aussi à saluer le Rojava, ses institutions démocratiques, les combattants du PYG et particulièrement les combattants du PYJ qui font face à une armada néo-ottomane, qui sont menacés d'une extermination et qui sont menacés d'une agression des plus barbares. Je pense qu'il faudrait qu'on soit attentif à leur situation et surtout qu'on puisse accéder à l'expérience qu'ils ont mis en place, qui est une expérience toute particulière. C'est une expérience de confédéralisme démocratique qui a été réfléchie par le dirigeant kurde Abdallah Öcalan. Bon, certains trouveront qu'il ne faut pas citer son nom, peut-être. Mais donc, cette expérience de confédéralisme démocratique a été à étudier tout particulièrement parce que par certains aspects, elle pourrait nous aider à réfléchir à nos propres situations. Alors, j'ai perdu le fil. Je l'ai cité. Alors, je voudrais terminer sur quelque chose qui nous concerne, nous, en tant qu'Algériens. Je vous dis ma conviction que le changement est là. Il est à la portée de notre peuple. Monsieur, vous pouvez prendre la parole juste après. Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Normal. Vous savez, sincèrement, je peux faire juste une remarque, je peux sortir de mon... Alors, sincèrement, ce qui est en train de se passer en Syrie, il rappelle, dans beaucoup d'aspects, la crise de 62 qui s'est passée en Algérie. Un peuple qui se bat pour son émancipation, et vous avez une force organisée qui arrive, qui met la main sur le pouvoir, qui installe un système et qui crée une dynamique où toute voix dissidente est accusée de dissidence, de danger, etc. Les Kurdes ont bon dos dans cette situation et les Syriens qui ont manifesté avant-hier le 19 à la place des Omeyyades, ils sont traités de shbiha. Pourquoi? Parce qu'ils se prononcent pour un État démocratique et laïque en Syrie. Je pense que les militants syriens devraient étudier la crise de 62. Vous avez par exemple un aspect. Dans la crise de 62, on a sorti à nos parents le mot d'ordre de un seul héros, le peuple. Ce qui veut dire qu'un seul héros, le peuple, celui qui était aux frontières en train de jouer au football, c'est la même chose que celui qui était dans le maquis en train de se battre face à l'armada française. C'est kiff-kiff, un seul héros, le peuple. Andhum, c'est quoi? Andhum, c'est Shab Souri, face au peuple. Il y a des mécanismes qui sont en train de se remettre en place. Je pense que les camarades syriens devraient étudier notre situation. Et dans le même temps, nous,
nous devons étudier toutes les transitions, revenir sur la transition tunisienne, revenir sur la transition libyenne, étudier ce qui se passe actuellement en Syrie pour anticiper les difficultés et les dangers. Parce que la transition, elle est là, devant nous. Le peuple va sortir dans la rue. Le changement va se faire plus vite qu'on le pense. C'est ma conviction. Il plus vite qu'il ne pense. Ce pouvoir est faible. Nous pouvons être tous d'accord pour dire une chose. Il n'y a pas de proposition politique. Omar l'a très bien souligné. Ils font des images de synthèse, ils nous font croire qu'il va y avoir un train de Tamarast à Alger. Ils nous disent qu'ils ont toutes les réserves du monde. On est mieux que la Chine dans les terres rares, etc. Ils n'ont pas de proposition politique. En 89, ils ont fait une proposition politique à la société et ça a donné ce que ça a donné. Mais là, il n'y a pas de pouvoir. Un pouvoir, il dialogue avec sa société, même s'il est dans une logique dictatoriale. Il essaye de trouver un terrain d'entente, un terrain de négociation. Ce pouvoir-là est faible. Ce pouvoir-là est isolé. Ce pouvoir-là constitue un danger sur l'Algérie. C'est le véritable danger par rapport à l'Algérie. Et il faut qu'on ait cette conviction. C'est pour ça que la position du RCD est courageuse, parce qu'il garde la flamme, il garde le phare pour nous dire que le changement est là et que des voix se lèvent dans le pays pour qu'on puisse avoir des chances de déboucher sur un projet démocratique, sur un projet intégrateur, c'est un projet qui rassemble les Algériens. Et il faut le dire, dans les phases transitoires, la question n'est pas une question de majorité. C'est exactement comme dans le mariage. Vous n'allez pas voter dans une famille si une personne va en épouser une autre. On va créer un cadre en tant qu'Algérien. Alors, dans ce cadre-là, soit je décide d'en être, soit je décide de ne pas en être. C'est ça les moments constituants. Si tu veux instaurer un système où je ne suis pas, où je suis lié, pourquoi tu veux que je sois avec toi? Eh bien, on ira le dig-dig, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas te dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Toi, tu ne peux pas me dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc la question, c'est quoi? La question, c'est de définir un cadre où chacun de nous se retrouve, où les questions communes, on les assume tous ensemble. Et les questions de divergence, eh bien, les questions de divergence, on trouve des mécanismes, comment les gérer? C'est pour ça, par exemple, que l'optique... tout de suite. C'est pour ça que, par exemple, l'optique d'un État fédéral est... Bon, tout le monde n'appelle pas ça un système fédéral, régional, etc. C'est pour ça que cette optique-là est la meilleure. Ça donne de la souplesse sur les questions qui nous divisent. Et ça nous permet de travailler en synergie sur les questions qui nous rassemblent. Il y a des solutions. Il y a une perspective rayonnante devant nous, pourvu que ce système dégage. C'est la condition première. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Mouma. Je voudrais d'abord remercier ceux qui sont nos invités, qui se sont exprimés au nom des organisations, pour leur, d'abord, éclairage, mais aussi pour leur position, mais aussi pour le soutien qu'ils ont apporté pour le parti. Je les en remercie beaucoup. Pour beaucoup, je les connais tous. J'ai eu à travailler avec eux et je continue à travailler et je continuerai à travailler avec ces organisations tant que leur intérêt est dans la défense, et dans la défense des droits, et dans la défense de la légalité, mais aussi et dans la défense de l'alternance démocratique dans notre pays. Je commencerai par la première question qui est de M. Youssef Mazir, qui avait parlé de laïcité, des principes démocratiques, et d'autres en ont parlé aussi des préalables démocratiques. Sachez bien que la position du RCD, elle est intangible, elle est connue, elle est dans nos programmes et dans nos statuts. N'écoutez pas seulement ceux qui vont s'exprimer ou ceux qui vont déraper à travers, ou ceux qui vont faire des lectures mal à propos par rapport à nos positions et à nos sorties. Pour celui qui veut savoir ce qu'est le RCD, il suffit de lire son programme. Notre programme est clair comme le droche. Nous sommes pour la laïcité. Nous sommes pour les préalables démocratiques. Nous sommes pour l'identité algérienne avec toutes ses composantes. Maintenant,
pour ceux qui doutent encore que le RCD est viré ou a dérapé dans ses positions, et bien qu'ils soient certains et sûrs que le RCD est un parti progressiste. Il le demeurera, il sera aux côtés de toutes les luttes démocratiques, mais aussi aux côtés de toute l'opposition algérienne qui pense que notre pays mérite un avenir autre que celui dont le pouvoir nous pousse actuellement. Il y a une question qui m'a été posée par rapport à mes prédécesseurs. Vous savez très bien que le docteur Saadi comme Mohsin Ben Abbas ont eu à occuper la présidence du parti. Chacun a eu son parcours, mais sachez bien une chose, que ces deux personnages-là ont présenté un bilan devant les instances du parti. Et s'il faut leur poser des questions, il fallait les poser en leur temps. Pour les avoir fréquentés et travailler avec les deux, sachez bien une chose, qu'à aucun moment, parce que ce que certains oublient, le RCD, ce n'est pas le président. Le RCD, ce n'est pas Ahmed Mazouz. Le RCD, c'est des instances. Et c'est des militants. Je ne pourrai jamais déraper tant que je suis sous le contrôle de l'instance suprême du parti qu'est le Conseil national. Toutes les décisions qui se prennent se font dans la concertation et le débat, comme nous l'ouvrons aujourd'hui avec vous. Et c'est d'ailleurs justement ce que nous voulons multiplier. Nous sommes l'un des rares partis politiques à faire des sorties à travers le territoire national et à donner la parole à l'assistance. D'autres ne le font pas. Et nous allons continuer sur cette voie-là, tout simplement parce que nous apprenons de vous. Mais aussi, si nous dérapons, vous allez nous rappeler à l'ordre. J'aime bien écouter l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Pour certains, ils peuvent douter. Mais sinon, nous sommes là à rappeler les positions du parti. Les préalables démocratiques, pour le RCD, c'est clair. Nous n'allons jamais céder sur ces questions-là. Maintenant, si on veut coller à telle personne, telle ou telle autre, une déviation par rapport à ces préalables-là, il fallait l'interpeller lorsqu'il était président, lorsqu'il était dans cette position-là. Maintenant, par rapport à cette question-là du MAC qui m'a été posée par le dernier intervenant, que je remercie pour sa question. Vous savez très bien que le RCD est un parti qui a un programme, est un parti national. C'est un parti qui plaide justement pour une régionalisation modulable. Dans le programme du RCD, vous allez trouver justement cette question-là. Le RCD est pour un système où les régions auront des prérogatives. Nous sommes pour des régions dotées de parlement. Nous sommes pour une décentralisation effective. Le RCD n'est pas pour l'indépendance des territoires. Sachez-le très bien. S'il faut le rappeler à chaque fois, nous allons le rappeler. Pardon. Maintenant, s'agissant d'une question concernant, en fait, c'est parce qu'il y a une question, un certain Mouloud qui a posé la question sur Dihina. Sur Dihina, s'il y a un secret, s'il y a un groupe d'opération, et il a parlé des préalables démocratiques, j'en ai soulevé cette question-là. Cette question-là de feuille de route de Dihina, si mes souvenirs sont bons, c'était une pétition lancée pour tout le monde. C'est une pétition lancée en ligne.
Oui, c'est une petite... Non, il faut pas accuser Mohsin de la Abbas. Non. Allez poser cette question-là à Dihina. Non, vous allez poser cette question-là à Dihina. Sachez bien une chose. Je ne suis pas là pour polémiquer avec vous. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. D'abord, il fallait poser cette question-là à Mohsin de la Abbas, que vous accusez d'avoir signé une feuille de route avec Dihina. J'étais à la direction. Il était à la direction du parti. À aucun moment, cette question n'a été discutée dans les instances du parti, si vous voulez que je vous rassure. C'est pour vous dire que le parti, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est ni Mohsin Bla Abbas, ni Saïd Sadir, ni Ahmed Mazouz. Le parti, c'est des instances. Je peux déraper, mais la direction, l'instance suprême du parti ne dérape jamais. Parce que toutes les décisions qui sont arrêtées sont prises par consensus à l'intérieur des instances. Eh bien, ce n'est pas mon ami. Dina, s'il vous plaît, allez lui poser la question. Alors, s'agissant de la question de notre ami Yasmina Oubouzar, qui parle de la défense des détenus et de ceux de l'Arva Nathiyaraten, sachez bien que cette question-là, au sein du RCD, nous étions l'un des rares partis à s'exprimer d'abord sur la question de l'Arva Nathiyaraten. Et nous en avons subi énormément. C'est des choses qu'on n'étale pas partout. Mais sinon, le RCD a fait en sorte à ce que le procès de l'Arva Nathiyaraten soit réouvert. Et nous l'avons demandé publiquement. Et heureusement qu'une promesse a été faite pour l'ouverture de ce procès-là. Maintenant, espérons seulement que ce procès va se dérouler en toute transparence et en tenant compte, en fait, en notant justement, en enlevant l'instrumentalisation de cette justice-là. Parce que nous avons une justice, vous le savez, plus que tout le monde. C'est une justice aux ordres. C'est une justice qui est tout le temps instrumentalisée. Moi-même qui vous parle ici, j'ai eu plusieurs condamnations. J'ai eu plusieurs poursuites. Et ça a commencé d'abord avec les événements du printemps noir. Ils m'ont fait perdre mon emploi. Ils m'ont harcelé. Plusieurs auditions dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Et aujourd'hui aussi, avec l'avènement du Hirak. Juste après l'intervention, si je me souviens bien, l'intervention de Gaïd Salah, où il lui avait dit clairement il faut aller jusqu'au bout. Ces propos-là ont été adressés au ministre de la Justice. Il faut aller jusqu'au bout. Et bien, la semaine d'après, j'ai été interpellé. Et pendant plusieurs mois, des auditions sans cesse. Et maintenant, s'agissant de cette question de l'Arva Nathiyaraten, nous continuerons à la défendre parce que, pour nous, on ne croira jamais à ce que 49 personnes soient condamnées à mort pour ce meurtre-là. J'avais discuté avec des magistrats qui ont trouvé que cette question-là est une aberration sur le plan de la justice. Et maintenant que c'est dit, ça va être révisé, eh bien tant mieux. Attendons que cette justice-là se prononce pour qu'on puisse aussi donner notre avis. Alors, le MAC Israël, ça y est, j'en ai répondu. Alors, s'agissant des élections législatives, vous savez très bien qu'un parti politique est là, d'abord, pour conquérir le pouvoir. Et le RCD a cette projection-là.
tout espace que nous pouvons gagner, nous allons le conquérir. Mais cette question-là sera traitée à l'intérieur des instances du parti. C'est le Conseil national qui décide, ce n'est pas Ahmed Mazouz en tant que personne. En tant que personne. Et cette question-là de conférence nationale qui a été posée tout à l'heure, il y a eu du regroupement des forces démocratiques, sachez très bien que le RCD a fait partie de tous les regroupements qui cherchaient justement à créer un rapport de force afin que le changement aboutisse ou bien soit hâté. C'est vrai qu'il y a eu des échecs, il faut le dire, mais il faudrait aussi ne pas oublier que nous avons une classe politique qui est égoïste. On n'arrive pas encore à croire que si nous voulons créer un rapport de force, il faudrait d'abord qu'il y ait discussion entre nous. Il faudrait qu'il y ait recherche de convergence. Il faudrait qu'il y ait des concessions de part et d'autre pour pouvoir trouver un terrain d'entente et un minimum sur lequel nous pouvons avancer. J'ai eu à travailler avec pas mal de chefs de partis politiques, avec pas mal d'organisations. Mais vous savez, à chaque fois qu'une élection arrive, ou bien un rendez-vous électoral arrive, eh ben c'est la période des divisions. Chacun court pour ses propres intérêts, mais sinon, nous pouvons, y compris à travers ces élections-là, faire pression. Tout récemment, j'ai eu une discussion avec Hassan Al-Qadi à sa sortie de prison. Je lui disais, qui suivait effectivement l'actualité de tout ce qui se passait, juste par rapport à cette question-là des présidentielles. Vous savez, j'en ai vu. À la demande du FFS, cette direction du FFS, elle s'est déplacée au siège du parti. À la demande d'un nouveau, on les a vus. Mais on leur a rappelé certains préalables. Il faudrait qu'il y ait des mesures d'apaisement, des mesures qui vont amener les Algériens sérieusement à croire qu'il y a un changement. Je ne peux pas aller comme ça sur une simple invitation du chef de l'État. Il faudrait qu'on aille là-bas pour discuter sérieusement politique. Et pour être clair sur cette question-là, nous avons appelé au dialogue. Nous sommes les seuls, l'un des rares partis politiques, à appeler au dialogue avant même cette élection présidentielle-là. Personne ne parlait. Tout le monde ne voyait que l'élection. Comment participer à la mascarade électorale. Ils ont été. Oughalen et Tebboune prononcent qu'il y aura un dialogue. Et bien, nous allons prendre part à ce dialogue en tant que parti politique. Nous ne sommes pas de ceux qui fuient nos responsabilités. S'il y a lieu de défendre justement les détenus d'opinion, s'il y a lieu de défendre les préalables démocratiques, s'il y a lieu de défendre un état de droit et un état de justice, il faudrait justement s'imposer en tant que force politique. Je veux bien que tous les partis politiques le fassent, et qu'on s'accorde, qu'on accorde nos violons et qu'on aille de l'avant. Mais vous connaissez tous comment les partis politiques fonctionnent dans notre pays. Nous avons le plus souvent des partis politiques soumis, des partis politiques malléables et corvéables à merci. Nous avons des partis politiques qui ne viennent pas ici discuter avec vous, vous donner la parole, échanger avec vous. Et moi, le RCD, ce n'est pas un appareil. Ce n'est pas un appareil, il ne le sera jamais. Ça, toutes ces décisions vont être adoptées par les militants et par ces instances. Alors, s'agissant maintenant des budgets alloués à Tamazight, sincèrement, vous savez, il suffit, c'est Darmadan Wakela qui l'avait posé. Vous savez, Tamazight n'a jamais eu sérieusement de dotation qui peuvent l'aider justement à ce que Tamazight avance, à ce que Tamazight soit étudié dans toutes les wilayas. Aujourd'hui, en dehors de certaines wilayas, la Tamazight
Il ne faut pas croire à cette question lorsqu'ils vous disent qu'il y a généralisation de l'enseignement de Tamazight. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans certaines wilayats, ils autorisent même les associations de parents d'élèves à les faire signer des déclarations comme quoi, en fait, déclarations sur l'honneur disant que mon fils ne doit pas étudier le Tamazight. Ceci dans un état de droit, ceci dans un état de droit ne devrait jamais se produire. Tamazight, consacrée langue nationale et officielle, elle devait avoir les dotations nécessaires, les moyens nécessaires pour sa généralisation aussi, mais pour son usage aussi. Il suffit de lire dernièrement le projet de loi sur la commune et la wilaya. Vous savez, il y a un article à l'intérieur. Toutes les délibérations doivent être transcrites en arabe, rien qu'en arabe. Et ceci, il faudrait impérativement s'opposer à cela. Je me souviens, c'était à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y avait un règlement intérieur qui allait être adopté, justement par rapport à cette question-là. C'était par rapport à l'usage des autres langues à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il était dit, il y a un ancien député, d'accord. Alors, comme quoi il fallait s'exprimer rien qu'en arabe. Eh bien, il a fallu que le groupe parlementaire du RCD, que les députés du RCD interviennent pour dire qu'il est hors de question. Je me souviens avoir pris la parole en leur disant « Je serai le premier à violer cet article-là ». Eh bien, l'article en question a été enlevé. C'est parce que nous avons pesé à l'intérieur de cet hémicycle-là. Soutien détenu. Oui, oui. Alors, je crois avoir répondu à tout le monde. Alors, question. Ah ben, maintenant, il y a juste une question. Comment faire pour réunir l'opposition? Le RCD. Malika, je vous ai laissé en dernier. Vous m'excusez. Effectivement, beaucoup de tentatives ont été initiées en faveur justement du regroupement des forces démocratiques. Et elles-mêmes, justement, on a beaucoup fait. Et souvent, on s'appelle justement pour discuter justement de cette question-là. Je vous avoue qu'il est difficile. Il est très difficile. Souvent, les forces politiques dont vous parlez, les partis politiques dont vous parlez, ont un fil à la patte. Vous ne pouvez pas avancer plus que ça. Moi, je dis les vérités telles qu'elles sont. Ils ont un fil à la patte, il vient avec toi, à un certain bout, il te lâche. C'est pour ça d'ailleurs que je me dis à chaque fois, il faudrait qu'on aille de l'avant. Nous le faisons, nous essayons de discuter avec tout le monde, mais nous n'allons pas faire tout seul. Ah ben, s'ils veulent qu'il y ait un regroupement des forces démocratiques, il faudrait qu'ils fassent aussi l'effort de sortir, de discuter, de chercher à réunir les citoyens autour d'eux. Moi, je rends beaucoup hommage à Malika et à d'autres qui font justement tout pour que le combat démocratique soit l'affaire de tout le monde. Mais hélas, il faudrait reconnaître qu'en Algérie, soit on vous achète, on vous promet des postes. J'en ai discuté avec des chefs de partis politiques. Il y a des chefs de partis politiques qui sont venus vers moi pour me dire, on m'a promis telle chose, on m'a promis telle chose, et d'autres qui aussi ont des chefs en fait de rédaction, des chefs de journaux, des directeurs de journaux, à qui on a promis beaucoup de choses. Et je me souviens d'un chef d'un journal qui m'avait dit عثمان لازم تعرف انت تدير بوليتيك كيف تدير بوليتيك قال لي دروك كاين بحبوحه ماليه maintenant il faut se taire le prix du baril est à plus de $70 maintenant il faut se taire لازم كاش ما نتجمعوا كاش ما نربحوا
كي يوصل كي يطيح ل 30 ولا 40 من بعد عيط. قلت له لا ما نعيش كي يطيح 30 نعيط مدروك انايا. C'est vrai, si on attend sérieusement ce que on vous remercie tous et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour discuter, se réunir, mais aussi aider à la construction des meilleurs idéaux pour notre pays. Vous avez raison. Alors il m'a soulevé la question des relations, la question internationale. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais je pourrais brièvement vous dire que la question palestinienne est une question qu'il faudra défendre. La question palestinienne est victime d'abord de ceux qui sont ses voisins. D'abord, les Arabes. Les pays arabes. Les pays arabes ont été et sont actuellement le drame. C'est eux qui constituent le drame de la question palestinienne. Et tant que ce n'est pas réglé, nous ne pouvons pas espérer mieux pour la cause palestinienne en dehors de ceux qui luttent pour la liberté dans tous les pays. Merci.